Le soleil de Lagos frappait fort ce mardi-là. Pas le genre de soleil qui réchauffe doucement la peau, non. C'était le type de chaleur qui s'abat sur vous comme une punition, qui vous colle à la nuque, qui fait trembler l'air au-dessus du goudron et qui rappelle à chaque être vivant que le Nigeria, quand il veut, peut devenir un four à ciel ouvert. Mais à Banana Island, là où l'argent vit derrière de hauts portails électroniques et des murs coiffés de caméras, la chaleur ne pénétrait pas de la même façon. Là-bas, les climatiseurs ronronnaient sans interruption. Les rideaux venaient d'Italie, les sols venaient d'Espagne, les lustres venaient de Dubaï. Et les propriétaires parlaient comme si Dieu lui-même leur avait signé un titre de propriété sur la terre. Au milieu de ce décor de richesse vivait la famille Okoro. Leur résidence était une immense villa blanche aux baies vitrées teintées, avec une allée assez grande pour accueillir 6 voitures de luxe. Le salon principal ressemblait à la réception d'un hôtel 5 étoiles. La salle à manger était garnie de bois foncé importé, de chaises capitonnées et d'un énorme tableau doré qui n'avait aucune utilité, sinon rappeler aux visiteurs que cette maison coûtait plus qu'un quartier entier. Dans la cuisine, vaste comme un appartement, une jeune femme lavait la vaisselle en silence. Elle s'appelait Adana. Enfin, c'est le nom que tout le monde connaissait. Elle était arrivée 2 semaines plus tôt par l'intermédiaire d'une agence domestique de Surulère, discrète, polie, toujours propre, toujours ponctuelle. Elle parlait peu. Elle levait rarement les yeux. Pourtant, chez elle, dans sa manière de tenir une assiette, de replier un torchon ou de marcher d'un bout à l'autre de la cuisine, il y avait quelque chose d'étrange. Quelque chose de noble. Quelque chose que même les vêtements simples qu'elle portait ne pouvaient cacher. Elle avait environ 21 ans. Sa peau était sombre et lumineuse, pareille à du bois poli sous la pluie. Ses yeux étaient calmes, mais d'une profondeur inhabituelle, comme s'ils avaient connu des plafonds plus hauts que ceux de la cuisine des Okoro. Comme s'ils avaient déjà observé des salles de trône, des cérémonies, des foules qui s'inclinent. Ce jour-là, elle lavait avec le plus grand soin une assiette en porcelaine blanche bordée de motifs argentés. Pas n'importe quelle assiette, une pièce rare du Queen Elizabeth Platinum Collection, une collection dont Madame Okoro parlait comme d'un enfant qu'elle aurait porté elle-même. Elle les avait achetées à Londres, lors d'un voyage dont elle parlait encore à quiconque avait le malheur de l'écouter plus de 3 minutes. En vérité, elle n'utilisait jamais cette vaisselle. Ces assiettes ne servaient ni au déjeuner ni au dîner. Elles vivaient dans une vitrine, sous un éclairage délicat, comme des reliques. Madame Okoro disait qu'elle devait rester parfaite pour le jour où un invité, vraiment important, franchirait sa porte. Le président, une première dame, un gouverneur, peut être même un roi. Mais ce matin-là, la femme de ménage plus âgée étant absente, Madame Okoro avait remarqué la poussière sur la vitrine. Elle avait hurlé dans toute la maison. Et les assiettes avaient été descendues, une par une, pour être lavées. Adana tenait donc entre ses doigts la plus précieuse. Elle la rinça, la tourna doucement, souffla à peine comme pour chasser une goutte rebelle, puis murmura dans un souffle. « Fais attention !» C'est à cet instant précis que la porte de la cuisine s'ouvrit brutalement. Madame Béatrice Okoro entra comme entre un ouragan. Grande femme au corps imposant, au port altier, à la voix plus forte qu'un groupe électrogène, Béatrice n'avait pas besoin d'annoncer sa présence. Elle l'imposait. Son parfum entrait avant elle, lourd, sucré, cher. Sa perruque brésilienne parfaitement lissée tombait sur ses épaules avec une précision presque militaire. Ses bracelets en or tintaient lorsqu'elle agita la main, iPhone collé à l'oreille. « Amaka, est-ce que tu es folle ?» cria-t-elle dans son téléphone. « J'ai dit fuchsia, fuchsia. Pas violet, pas prune, pas aubergine, pas je ne sais quelle couleur de deuil. » Elle traversa la cuisine à grandes enjambées. « Si tu apportes cette horreur pour ma soirée de samedi, je vais la brûler. Et toi avec. » Elle frappa violemment la paume contre le plan de travail en marbre. Le bruit partit comme une détonation. Adana sursauta. Ses doigts, humides à cause du savon citronné, glissèrent à peine. Mais à peine suffit parfois à détruire un monde. L'assiette lui échappa. Pendant une fraction de seconde, elle resta suspendue dans l'air comme un présage, puis elle tomba. Le choc contre le marbre fut brutal. Un fracas net, terrible, éclatant. La porcelaine vola en morceaux, scintillant sur le sol comme des éclats de glace. Le silence tomba aussitôt. Même le climatiseur sembla se taire. Madame Okoro retira lentement le téléphone de son oreille. Son interlocutrice continuait probablement à parler, mais elle avait disparu du monde. Il n'y avait plus que la cuisine, le sol, les débris, et la jeune domestique immobile au-dessus du désastre.
Béatrice pivota lentement, très lentement, comme un canon qui verrouille sa cible. Tu, commença-t-elle d'une voix basse, dangereusement basse. Tu viens de casser mon assiette? Adana resta droite. Ses mains tremblaient à peine. L'eau coulait encore le long de ses doigts. Je suis désolée, madame. C'était un accident. Madame Okoro cligna des yeux comme si elle venait d'entendre une absurdité cosmique. Un accident? Elle éclata d'un rire sec, hystérique. Un accident? Tu appelles ça un accident? Tu sais combien coûte cette assiette? Est-ce que toute ta famille réunie a déjà vu autant d'argent dans sa vie? Adana baissa les yeux vers les morceaux. Je suis désolée, madame. Vous m'avez surprise. Je t'ai surprise? Répéta Béatrice. Parce que j'ai parlé dans ma propre maison, tu as décidé de me ruiner? Ce n'était pas volontaire. Tais-toi. En 3 pas, Béatrice fut sur elle. Et avant même que quiconque ait le temps de respirer, elle leva la main. La gifle partit avec une violence pure. Le bruit résonna dans la cuisine comme un coup de fouet. La tête d'Adana tourna légèrement sur le côté. Le silence revint, un silence encore plus lourd. Il y eut une seconde étrange, suspendue, où le monde sembla attendre sa réaction. Une larme, une supplication, un cri, une main sur la joue. Mais rien de tout cela ne vint. Très lentement, Adana redressa la tête. Il n'y avait aucune larme dans ses yeux, seulement une flamme froide, une lueur de dignité blessée, une autorité contenue. Elle regarda Béatrice droit dans les yeux et dit doucement « Vous n'auriez pas dû faire ça. Ce n'était pas une menace. Ce n'était pas un cri. C'était pire. C'était une vérité. » Comme si elle disait « Le soleil se lève à l'est. » Pour la première fois, Béatrice sentit un frisson lui courir le long du dos. Cela ne dura qu'une seconde. Puis son arrogance reprit le dessus. « Ah bon? Et qu'est-ce que tu vas faire ?» cria-t-elle. « Me donner des ordres dans ma maison? Tu vas rester ici jusqu'à ce que tu rembourses cette assiette. Tu entends? 10 ans s'il le faut. Maintenant ramasse ça et sors de ma vue. » Adana s'accroupit avec une élégance que même la colère ne pouvait briser. Elle ramassa un premier morceau, puis un second, puis un troisième. Chacun de ses gestes était précis, presque cérémonieux. Elle jeta les débris dans la poubelle, essuya l'eau du sol, redressa le dos, puis quitta la cuisine sans courir, sans pleurer, sans même se retourner. Elle glissa hors de la pièce, avec la grâce de quelqu'un qui avait appris à marcher sous le regard du monde. Béatrice la regarda partir, renifla avec mépris et resserra son pagne autour de sa taille. « Insolente petite chose, » marmonna-t-elle. « Je l'ai sortie d'une agence, d'un caniveau quelconque, et elle ose me regarder comme ça. » Elle ne savait pas. Elle ne pouvait pas savoir. La jeune femme qu'elle venait de gifler n'était pas sortie d'un caniveau. Elle s'appelait en réalité princesse Adana Chiamaka Nwankwo, première fille de Sa Majesté Eze Chukwuebuka Nwankwo III, souverain du royaume traditionnel de Umuora, dans l'état d'Enugu, et l'un des monarques les plus puissants et les plus riches de la région. Et en frappant cette jeune femme, Béatrice Okoro venait, sans le savoir, d'insulter du sang royal. 2 mois plus tôt, dans le palais de Umuora, Adana ne portait pas d'uniforme de domestique, elle ne lavait pas d'assiette. Elle ne subissait ni ordre ni humiliation. Elle vivait dans un monde où les couloirs étaient bordés de portraits d'ancêtres, où les femmes de chambre attendaient un signe de la tête, où les chauffeurs ouvraient les portières avant même qu'elle y pense, où son nom précédait son arrivée dans chaque pièce. Le palais de son père était vaste, ancien et magnifique. Un lieu où la tradition et le luxe se côtoyaient sans se contredire. Les murs extérieurs racontaient l'histoire du royaume. Les salons étaient décorés d'ivoire sculpté, de tissus brodés, de photos officielles avec des présidents, des gouverneurs, des ambassadeurs. Dans la cour intérieure, des fontaines chantaient jour et nuit. Les paons se promenaient librement sur les pelouses. Les gardes royaux se tenaient toujours droits, même sous le soleil écrasant. Mais derrière cette beauté, Adana suffoquait. Elle aimait son père. Le roi n'était pas un homme cruel. C'était un homme respecté, discipliné, pieux, fier de sa lignée et convaincu de savoir ce qui était bon pour sa fille. Et c'était justement là le problème. Un soir, elle avait été convoquée dans le bureau royal. Le roi était assis derrière une grande table en bois sombre. À sa droite, le conseiller principal du palais, Chief Okafor Emenik, feuilletait un dossier. À sa gauche, une photo posée sur la table attirait l'œil. Adana reconnut immédiatement l'homme sur l'image. Chief Donatus Madubuko, un magnat du pétrole et de l'import-export basé entre Port Harcourt et Abuja. Extrêmement riche, extrêmement influent, et âgé de 56 ans. Elle avait 21 ans. Son cœur se serra. Le roi leva les yeux vers elle. «
Adana, assieds-toi. Elle s'assit, déjà tendue. Ma fille, dit le roi, il est temps que nous parlions de ton avenir. Elle ne répondit pas. Il poussa doucement la photo vers elle. Chief Donatus est un homme sérieux. Il a de la richesse, du poids, des relations internationales. Il a proposé une alliance honorable entre sa famille et la nôtre. Adana regarda la photo sans la toucher. Une alliance ou un mariage? Les deux. Elle inspira profondément. Papa, il a déjà 3 femmes. Le roi se redressa. Et alors, tu serais la plus jeune, la plus éduquée, la plus aimée. Je ne veux pas être une 4e épouse, répondit-elle d'une voix ferme. Le roi fronça les sourcils. Tu ne comprends pas encore le monde. Le mariage n'est pas seulement une affaire de sentiments, c'est une affaire de stabilité, d'honneur, de stratégie. Et ma vie, demanda-t-elle, mon choix, mon bonheur, ton bonheur viendra avec le temps. Non, papa, mon malheur viendra immédiatement. Le conseiller toussota discrètement, mais le roi leva une main pour lui ordonner le silence. Adana, assez. Cet homme peut offrir des fondations, des entreprises, des écoles. Il est prêt à ouvrir une université à ton nom. Elle le regarda enfin. Je ne veux pas d'une université à mon nom. Je veux une vie qui m'appartienne. Le roi resta silencieux quelques secondes. Puis sa voix devint plus dure. Tu es une princesse. Les princesses ne vivent pas pour elles seules. Je suis aussi une personne. Tu es ma fille. Justement, papa. Aimez-moi assez pour ne pas me vendre. Le mot claqua dans la pièce. Le visage du roi se ferma. Va dans tes appartements. Papa. Va. Cette nuit-là, Adana ne dormit pas. Elle resta assise près de la fenêtre ouverte, regardant les lumières du palais, les silhouettes des gardes, la lune glissant sur les toits. Son cœur battait fort, tiraillé entre l'amour qu'elle portait à son père et le refus absolu de voir sa vie livrée à un homme qu'elle n'aimait pas. Peu avant minuit, quelqu'un frappa discrètement à sa porte. C'était sa grand-mère, Mama Ifeoma, la mère du roi. Une petite femme au dos légèrement courbé, mais à l'esprit plus vif qu'un couteau neuf. Elle entra sans bruit, referma la porte et s'assit près d'Adana. J'ai entendu. Adana baissa la tête. Grand-mère, je ne peux pas. Je sais. Il ne m'écoute pas. Mama Ifeoma lui prit la main. Les hommes qui portent des couronnes finissent parfois par croire qu'ils peuvent aussi gouverner le cœur des autres. Adana eut un petit rire triste. Que dois-je faire? La vieille femme la regarda longuement. Puis elle dit « Partir ». Adana la fixa, incrédule. « Partir? Oui, pour un temps, pour comprendre qui tu es loin du palais, pour que ton père comprenne qu'une fille n'est pas un objet de négociation. Mais où irai-je? Là où une princesse devient invisible, Lagos. Cette nuit-là, avec l'aide silencieuse de sa grand-mère et de sa cousine de confiance Obianoujou, Adana prépara un petit sac. Elle laissa derrière elle ses bijoux, ses cartes, ses vêtements de luxe. Elle prit seulement quelques habits simples, un vieux téléphone, un peu d'argent liquide et un nouveau nom, Adana Aisé, un nom ordinaire, un nom qui ne révélait rien. À l'aube, avant que le palais ne s'éveille pleinement, elle monta dans un véhicule conduit par un ancien chauffeur fidèle à sa grand-mère. On la déposa loin, à une gare routière. De là, elle prit un bus vers Lagos. Durant tout le trajet, elle regarda défiler les routes, les villages, les marchés, les stations-service, les visages inconnus. Pour la première fois de sa vie, personne ne la saluait comme une altesse. Pour la première fois, personne n'attendait d'elle qu'elle représente un royaume. Elle se sentit terrifiée et libre. À Lagos, la réalité la frappa vite. La ville était bruyante, immense, impitoyable. Les loyers étaient exorbitants. Les gens n'avaient le temps ni pour vos larmes ni pour vos histoires. Elle trouva refuge pendant quelques jours chez une femme âgée recommandée par l'ancien chauffeur, dans un quartier modeste d'Yaba. Là, elle comprit rapidement que l'argent qu'elle avait emporté ne durerait pas. Elle devait travailler. Mais faire quoi? Elle ne pouvait pas utiliser son vrai nom. Elle ne pouvait pas approcher les milieux où son visage serait reconnu. Elle devait rester cachée. Par le biais d'une connaissance, elle fut dirigée vers une petite agence de placement domestique. Quand on lui demanda ce qu'elle savait faire, elle répondit honnêtement « Je sais lire, écrire, cuisiner un peu, organiser, servir à table, repasser. » La femme de l'agence, maman Busy, la regarda de haut en bas. « Tu n'as pas l'air d'une fille de maison. » Adana baissa les yeux. « J'apprends vite. Tu viens d'où? Enugu. Parents? Ils ne peuvent plus m'aider. » Ce n'était pas exactement un mensonge. À cet instant, elle ne voulait plus être aidée par son père. Maman Busy haussa les épaules. « Il y a une maison à Banana Island. La femme est difficile. Le salaire est correct. Tu veux? »
Adana hésita une seconde. Puis elle acquiesça. Oui. C'est ainsi qu'elle entra dans la vie des Okoro. Le maître de maison, M. Félix Okoro, était un homme calme, poli, presque effacé dans sa propre demeure. Il avait fait fortune dans la logistique pétrolière. Ses entreprises avaient des contrats à Wari, Port Harcourt, Bonny et même à l'étranger. Il parlait peu. Il rentrait tard. Et quand sa femme criait, il choisissait le silence, comme quelqu'un qui a appris depuis longtemps qu'on ne gagne pas une guerre contre certaines tempêtes. Madame Béatrice Okoro, en revanche, semblait s'être donnée pour mission de gouverner sa maison comme un empire. Elle criait sur les chauffeurs. Elle criait sur le jardinier. Elle criait sur la cuisinière. Elle criait même sur les invités quand ils ne complimentaient pas assez rapidement sa décoration. À peine Adana était-elle arrivée que les ordres s'étaient abattus sur elle. « Réveille-toi à 5 heures. N'oublie pas mon eau chaude avec citron. Repasse mes cafetans séparément. Ne touche pas à ma coiffeuse. Le chien doit être promené à 6h30. Et fais attention à mes choses. Ce que tu casses, tu rembourses. » Après la gifle, Béatrice sembla décider qu'Adana devait être brisée. Dès le lendemain, elle la réveilla avant l'aube. « Adana, viens ici. » La jeune femme accourut dans le salon, encore à moitié endormie. Béatrice était assise dans un fauteuil, robe de chambre en soie, les jambes étendues. « Masse-moi les pieds. J'ai rêvé que je marchais beaucoup hier. Ça m'a fatiguée. » Adana se figea une seconde. Dans sa vie d'avant, personne n'aurait osé lui parler ainsi. Même les servantes les plus anciennes du palais ne se penchaient pas à ses pieds. Mais elle s'agenouilla sans discuter. Ses mains commencèrent à presser doucement. « Plus fort !» aboya Béatrice. « Tu masses comme si tu demandais pardon à mes orteils. » Le lendemain soir, à presque minuit, « Adana, viens compter ce sac de riz. Je pense que le vendeur m'a trompé. » Un autre jour. Replie encore les serviettes. Elle ne souriant pas assez. Adana ne répondit jamais avec insolence. Elle exécutait, silencieusement, mais avec une dignité qui irritait profondément Béatrice. Parce que la souffrance des autres amuse souvent les cruels, seulement lorsqu'elle se voit. Adana, elle, ne donnait pas à Béatrice le spectacle qu'elle cherchait. Elle ne pleurait pas. Elle ne suppliait pas. Elle ne se plaignait pas. Elle absorbait les humiliations comme un arbre absorbe la pluie. En secret, pourtant, la douleur s'accumulait. Le soir, dans la petite chambre de service derrière la cuisine, elle s'asseyait sur le bord du lit étroit et regardait sa main gauche. Là, près du poignet, une fine cicatrice en forme de croissant marquait sa peau, souvenir d'une chute de cheval lorsqu'elle était enfant. Elle pensait à sa grand-mère, à son père, à la bibliothèque royale, au cours de piano qu'elle avait abandonné, au terrain de tennis où elle avait appris à anticiper les mouvements plus vite que les autres. Puis elle inspirait profondément et se répétait « Je suis ici pour apprendre la vie. Je suis ici pour connaître le monde sans couronne. » Les jours passèrent, et malgré elle, sa vraie nature commença parfois à apparaître. Un soir, M. Okoro rentra avec un associé étranger, un Français nommé M. Laurent Mercier, représentant d'une grande société énergétique. Béatrice avait exigé un dîner continental. Elle avait ordonné des pâtes au beurre truffé, du poisson grillé, des légumes vapeur, du pain artisanal et des desserts compliqués qu'elle-même n'aurait pas su nommer. À table, elle hochait la tête avec enthousiasme chaque fois que le Français parlait, sans comprendre la moitié de ce qu'il disait. « Oui, oui, très bien, répétait-elle avec un accent triomphant. À un moment, l'homme, croyant ne pas être compris, laissa échapper en français, d'un ton sec. « Ils sont riches, mais ils manquent tout de même cruellement de raffinement. » Adana, qui débarrassait les assiettes, se raidit. Avant même d'y penser, elle répondit en français fluide, avec un accent si net qu'il aurait pu sortir d'un lycée prestigieux de Paris. « Monsieur, parfois la patience rend les conversations plus élégantes que le jugement. » Le silence tomba sur la table. Le Français leva brusquement les yeux. Félix Okoro cligna des paupières. Béatrice resta bouche ouverte. « Vous parlez français ?» demanda le visiteur en anglais. Adana se ressaisit aussitôt. « Un peu, monsieur. J'ai travaillé autrefois chez une vieille enseignante. » Le Français la regarda longtemps. « Votre accent n'est pas un peu,